Chaque année, des milliers de machines géantes, capables de transporter des centaines de tonnes de marchandises, voient le jour. Pourtant, bien peu s'interrogent sur ce qui se cache au cœur de ces monstres. Imaginez, des pièces pesant plusieurs dizaines de tonnes, des températures dignes d'un volcan et une pression capable de broyer n'importe quoi. Mais il existe un élément dont presque personne ne parle. C'est précisément lui qui détermine si cette machine tiendra le coup ou si elle basculera dans la catastrophe. Aujourd'hui, nous pénétrons là où naît la force qui maintient en marche ces géants de 600 tonnes. Et croyez-nous, ce que vous allez découvrir bouleversera à jamais votre vision de l'ingénierie. Ne partez pas, car le plus fascinant se trouve là où vous ne l'attendez certainement pas. Tout commence par l'arrivée à l'entrepôt d'ébauche monumental. Des pièces d'acier moulées pesant jusqu'à 50 tonnes. Ce n'est pas l'acier dont on fait les casseroles. C'est un alliage spécial, capable de résister à une pression de 1000 atmosphères et de ne pas se fissurer quand la machine heurte un rocher de la taille d'un réfrigérateur. La première étape, l'usinage grossier. D'immenses machines à commande numérique découpent le métal excédentaire avec une facilité déconcertante, comme s'il s'agissait de beurre. Sauf qu'à la place du beurre, ce sont des copeaux incandescents de plusieurs millimètres d'épaisseur qui volent dans l'atelier. Ici, la précision doit être respectée au dixième de millimètre près. Car si une pièce de 40 tonnes se met à vibrer à 40 km/h, les conséquences seraient désastreuses pour tout le monde alentour. La fabrication d'un tel pont ou bras de suspension nécessite environ 300 heures de travail, machine pure. Après usinage, on passe à la trempe thermique. La pièce est envoyée dans un four où la température atteint 850 degrés Celsius. Elle rougeoie jusqu'à une teinte écarlate et prend l'allure d'un artefact sorti de la forge d'antiques géants. Puis on la refroidit brutalement dans un bain d'huile spéciale de 20 000 litres. Cela rend le métal incroyablement résistant en surface, tout en préservant une certaine plasticité à cœur, pour qu'il ne se brise pas sous les chocs en service. Vient ensuite le plus fascinant, l'assemblage de la partie hydraulique. Ces machines n'ont pas de ressort classique, car aucun ressort au monde ne pourrait encaisser une telle masse. À la place, on utilise des vérins azote-huile. Dans un seul de ces amortisseurs, on verse environ 150 litres d'huile hydraulique spéciale et on injecte de l'azote sous une pression de 200 bars. Cela permet à la machine de littéralement flotter sur la route, même si le mot « route » dans une carrière relève de la litote. On dirait une seringue géante de 3 mètres de long et 60 cm de diamètre. Quand un tel dispositif réagit à une irrégularité, il absorbe une énergie suffisante pour projeter une voiture de tourisme jusqu'au 5e étage. Imaginez les forces qui s'exercent sur l'assemblage de ces pièces. Chaque axe reliant les éléments de suspension subit un traitement cryogénique. On le refroidit dans de l'azote liquide jusqu'à moins 196 degrés pour qu'il se contracte légèrement. Ensuite, on l'insère dans l'alésage et lorsque le métal revient à température ambiante, il se dilate et se bloque de manière indéfectible. Pour désolidariser un tel assemblage, il faut une presse de 500 tonnes. Ce n'est pas comme donner un coup de clé de 13 dans son garage, bière à la main. Chaque jambe de force terminée passe par des essais sur banc. On la comprime et l'étire 10 000 fois sous charge maximale. Cela ressemble à une danse très lente et très lourde de colonnes d'acier. Sur les écrans, les ingénieurs suivent des graphiques où chaque courbe représente des tonnes de force. Si ne serait-ce qu'un seul capteur affiche un écart d'0,5%, la pièce part au démontage. La sécurité est ici primordiale, car lorsque la masse totale du tombereau atteint 630 tonnes avec son chargement,
une défaillance de la suspension pourrait déclencher un véritable séisme à l'échelle locale. Nous nous trouvons actuellement devant un essieu arrière terminé. Sa largeur avoisine les 9 mètres, soit l'équivalent de 3 voies d'autoroute ordinaires. Le poids de ce seul ensemble, sans les roues, est de 60 tonnes. Pour le transporter jusqu'au site d'assemblage du tombereau, il faut une plateforme spéciale et une escorte policière. Maintenant, ajoutez-y les roues. Chacune pèse 5 tonnes et mesure 4 mètres de hauteur. Toute cette structure doit fonctionner sans interruption 20 heures par jour, dans la poussière, par 40 degrés de chaleur ou moins 30 de gel. Un tel tombereau de 400 tonnes consomme environ 170 litres de carburant par heure. Imaginez un peu, chaque minute, 3 litres de gazole disparaissent dans ces cylindres. Le temps d'un battement de cils, 1 litre s'est envolé. Parlons maintenant de la chaussure. Une seule de ces roues coûte autant qu'un bon SUV, dans les 40 000 $. Et encore, elle ne tient que 6 mois en carrière. C'est comme si vous achetiez des baskets au prix d'un appartement toutes les 2 semaines. Et si ce mastodonte atteint 64 km/h, il lui faudra 200 mètres pour s'arrêter. 2 terrains de football d'adrénaline pure et de fumée de frein. Maintenant, plongeons brutalement dans l'univers du nanomètre. Vous vous souvenez de ces galettes de processeurs ? Eh bien, sur 1 mm², moins que l'ongle de votre petit doigt, nous parvenons à loger plus de 100 millions de transistors. Imaginez toute la population chinoise contrainte de s'installer sur un timbre-poste. Les signaux électriques y filent à 30% de la vitesse de la lumière. Et tout cela doit se dérouler dans une propreté absolue. Dans les salles blanches, on compte moins d'1 poussière par pied cube d'air. Pour comparaison, dans votre salon, des millions de ces particules voltigent en ce moment même. Il s'avère qu'une usine de fabrication de processeurs est l'endroit le plus propre de la planète. Plus propre même que l'espace intersidéral. Quand je regarde ces pièces, je mesure le chemin parcouru par notre génie technique. Nous avons appris à domestiquer des forces dont nous ne pouvions auparavant que lire l'existence dans les livres. C'est une immense responsabilité et le fruit d'un travail colossal mené par des milliers de personnes. Songez-y. Toutes les 20 minutes, ce monstre se positionne sous la pelle, reçoit 70 mètres cubes de minerai dans sa benne et les remonte sur les pentes escarpées de la carrière. Et tout cela repose sur ces montants métalliques que nous avons vus aujourd'hui. J'espère que cette plongée dans les entrailles de l'acier vous a autant fasciné que moi. Ce ne sont pas de simples ferrailles, mais la puissance et la précision réunies en un seul objet. C'était passionnant de voir comment quelque chose d'aussi massif se construit avec une telle minutie. La suite nous réserve des installations encore plus impressionnantes, alors restez avec nous. D'autres merveilles d'acier et secrets industriels vous attendent. Rendez-vous sur le prochain site, où nous dénicherons forcément de quoi vous émerveiller. Aujourd'hui, je vous ai entraîné dans un endroit où tout autour est blanc, comme si nous avions atterri sur le plateau de tournage d'un film se déroulant sur une lointaine planète enneigée. Mais à la place de la neige, ce sont des roches. Nous parlons aujourd'hui du calcaire. On pourrait croire qu'il n'y a rien de fascinant dans ce morceau de roche blanche que nous avons tous vu à l'école près du tableau. Mais ne tirez pas de conclusions hâtives. Nous nous trouvons actuellement au fond d'une carrière gigantesque, où l'ampleur de l'exploitation fait battre le cœur un peu plus vite et trembler la caméra d'émerveillement. Le calcaire est le fondement de notre civilisation, au sens propre du terme. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment des montagnes entières se transforment en routes, en bâtiments, et même en quelque chose que vous avez mangé ce matin au petit déjeuner, sans même vous en douter.
Si l'on rassemblait tout le calcaire que l'humanité extrait en une année, on obtiendrait une montagne de plus de 5000 mètres de haut, presque l'Elbrouz, mais entièrement composée de coquilles de mollusques antiques. La production mondiale totale dépasse 5 milliards de tonnes par an. C'est tellement colossal que si nous chargions cette pierre dans des wagons de marchandises standards, le train ainsi formé ferait plus de 30 fois le tour de l'équateur terrestre. Regardez autour de vous. Ces terrasses blanches qui descendent en profondeur évoquent d'antiques amphithéâtres, sauf qu'au lieu de gladiateurs, ce sont d'immenses excavateurs qui y œuvrent. Chaque gradin de ces terrasses mesure près de 15 mètres de hauteur. C'est comme un immeuble de 5 étages, taillé dans la roche massive. Pour détacher un fragment de cette paroi, une simple pioche ne suffirait pas. On a recours ici au forage et au dynamitage. Des machines spécialisées percent des trous profonds où l'on introduit un mélange explosif qui fait littéralement voler la roche en milliers de fragments, petits et moins petits. Quand une telle explosion se produit, le sol tremble sous nos pieds, comme si un troupeau de mammouths venait de passer. Mais ce que nous voyons n'est déjà que le résultat. Des montagnes de roches qu'il faut maintenant évacuer. C'est alors qu'entrent en scène les véritables maîtres de ces chemins, les tombereaux de carrière. Une seule de leurs roues pèse plus lourd que 3 de mes voitures réunies. Ces géants transportent 40, voire 60 tonnes de roches d'un seul coup. Quand un tel monstre passe à proximité, un nuage de poussière blanche s'élève et recouvre tout alentour. C'est précisément ce calcaire, cette roche qui, il y a des millions d'années, était le fond d'un océan chaud. Songez un instant, nous marchons aujourd'hui sur les restes de coquillages, de coraux et de squelettes de créatures marines qui vivaient ici bien avant l'apparition des premiers hommes. C'est un véritable portail temporel que nous réduisons en gravier. Une fois chargées, les pierres partent vers le concasseur primaire. C'est une immense gueule d'acier qui broie des blocs de la taille d'un réfrigérateur en morceaux que l'on peut tenir dans la main. Le bruit y est si assourdissant que même avec un casque anti-bruit, vous le ressentez dans tout votre corps. Du concasseur, le calcaire tombe sur un tapis roulant. C'est comme un fleuve infini qui charrie l'or blanc de la carrière vers les installations de tri. La longueur de ce convoyeur dépasse 3000 mètres dans cette usine. Il serpente à travers collines et ravins, acheminant la matière première jusqu'aux ateliers de traitement. L'étape suivante, le tri par calibre. La pierre passe au crible de tamis géants qui vibrent à une cadence vertigineuse. À la sortie, on obtient différentes granulométries, depuis les gros moellons destinés à consolider les berges ou construire des digues, jusqu'au sable fin. Mais le plus fascinant commence là où l'on prévoit de transformer le calcaire en autre chose. En chaux, par exemple. Pour cela, la pierre est envoyée dans des fours. Ce sont d'immenses tours où règne une température supérieure à 1100 degrés Celsius. À l'intérieur, se produit une réaction chimique. Le calcaire se décompose, libérant du dioxyde de carbone et nous laissant de la chaux vive. C'est une substance très agressive qui, au contact de l'eau, se met à bouillir en dégageant une quantité phénoménale de chaleur. J'ai vu comment on pourrait faire cuire un repas dans de telles fosses, même si je vous le déconseille vivement si vous tenez à vos casseroles et à votre santé. Pourquoi avons-nous besoin de tant de chaux, me demanderez-vous? Eh bien, je vais vous le dire. Sans elle, aucune structure métallique moderne n'existerait. En métallurgie, le calcaire est utilisé comme fondant. Il attire à lui toutes les impuretés indésirables du fer en fusion, les transformant en scories que l'on évacue ensuite tout simplement. Autrement dit, chaque rail, chaque automobile et chaque charpente de gratte-ciel ont été purifiés par cette pierre blanche. Mais ce n'est pas tout. Si nous nous tournons vers l'agriculture, nous constatons que la farine calcaire sauve les sols acides. On l'épand dans les champs pour que les plantes puissent mieux assimiler les nutriments. Il s'avère donc que la pierre extraite des carrières nous aide à cultiver le blé et le maïs.
Penchons-nous maintenant sur l'industrie agroalimentaire, car c'est là que commence une véritable histoire de détective. Vous êtes-vous déjà demandé comment on rend le sucre si blanc et si pur? Eh bien, c'est grâce au lait de chaux. Lorsqu'on transforme la betterave sucrière en jus, cela ressemble à un liquide marron et trouble que vous n'auriez certainement pas envie d'ajouter à votre café. Mais après purification à la chaux, toutes les impuretés se déposent et l'on obtient un sirop limpide et transparent. Alors, chaque fois que vous mettez une cuillère de sucre dans votre tasse, pensez à ces carrières blanches et à ces excavatrices géantes. Elles travaillent même pour votre dessert. Nous passons maintenant devant l'atelier où le calcaire est broyé jusqu'à obtenir une poudre fine. Cette poudre est ajoutée au papier pour le rendre dense et blanc. On l'ajoute aussi au plastique, à la peinture, au caoutchouc des pneus de votre voiture. C'est une charge universelle qui permet d'économiser des matières premières plus coûteuses, tout en améliorant les propriétés des produits. Le calcaire est partout. Vous êtes littéralement assis dessus, vous écrivez dessus, et vous regardez des murs peints grâce à lui. L'usine fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les hommes se relaient, les machines se ravitaillent, et le tapis roulant continue d'avancer, imperturbable, charriant sa cargaison de pierres. C'est comme un grand organisme mécanique qui ne dort jamais. Si le concasseur s'arrête, c'est toute la chaîne qui s'effondre en 1 heure, jusqu'à l'expédition du produit fini. L'aspect écologique mérite qu'on s'y attarde. L'extraction de la pierre, c'est toujours une intrusion dans la nature, mais les usines modernes s'efforcent de compenser. J'ai vu d'anciennes carrières transformées, une fois les travaux terminés, en magnifiques lacs ou en parcs. Les terrasses sont reboisées, et 10 ans plus tard, on peine à croire que des artificiers y ont un jour travaillé. C'est la pratique normale dans le monde civilisé. Prendre à la nature ce dont nous avons besoin, mais laisser derrière nous quelque chose de viable. Merci de m'avoir accompagné dans ces labyrinthes blancs. Nous avons encore devant nous bien des usines fascinantes, où le métal fond et où la pierre reprend vie. Construisez solidement, vivez intensément, et souvenez-vous que même les choses les plus simples sous nos pieds ont leur histoire extraordinaire qui mérite d'être racontée. Rendez-vous dans les prochains épisodes, où nous dénicherons à nouveau quelque chose d'immense, de retentissant et d'incroyablement captivant. À bientôt sur de nouveaux sites, où ensemble nous explorerons comment fonctionne ce monde dans ses plus grandes manifestations. Et si je vous disais que votre smartphone contient bien plus d'argent que vous ne l'imaginez, et que c'est justement l'argent, et non l'or, qui maintient toute cette électronique en place? Je me trouve actuellement à l'usine Heraeus de Hanau, en Allemagne. L'entreprise existe depuis 1851. Autrement dit, elle est plus ancienne que l'unification allemande elle-même. Et pendant tout ce temps, on y raffine des métaux précieux. Aujourd'hui, l'argent. Et je vous promets qu'après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre téléphone de la même façon. Commençons par comprendre pourquoi l'argent s'est retrouvé dans l'électronique. L'or, c'est beau. Ça ne rouille pas. Les joailliers et les banques centrales l'adorent. Mais l'argent possède une propriété qui le rend irremplaçable dans l'industrie. C'est le meilleur conducteur d'électricité parmi tous les métaux. Meilleur que le cuivre, meilleur que l'or, meilleur que n'importe quoi d'autre. Tout simplement le meilleur, sans discussion possible. Alors quand les ingénieurs conçoivent une puce électronique et qu'ils ont besoin que le courant passe du point A au point B, avec un minimum de pertes, ils pensent à l'argent. Dans un smartphone moderne, on trouve de l'argent dans les contacts, les soudures, les pattes conductrices et les revêtements. Pas énormément, mais sans lui, le téléphone ne fonctionne tout simplement pas. Maintenant, voyons d'où vient l'argent pour tout ça. Contrairement à l'or,
Les gisements d'argent pur sont rares. La majeure partie de l'argent mondial est extraite comme sous-produit lors de l'exploitation du plomb, du zinc ou du cuivre. Le minerai contient de l'argent en petite quantité et il faut l'en extraire. Après enrichissement à la mine, on obtient ce qu'on appelle du doré, un alliage d'argent et d'or avec des impuretés. C'est donc ce doré qui arrive ici, à Hanau. Son aspect n'a rien de spectaculaire, des lingots crasseux de couleur gris-jaune qui ressemblent à des morceaux de vieux plomb. Et personne ne devinerait qu'à l'intérieur se cache de l'argent à 80 ou 90% de pureté. Première étape, la fonte et la coupellation. Les lingots de doré sont chargés dans le four. Température, environ 1100 degrés Celsius. À cette température, l'argent et l'or restent en alliage, tandis que le plomb et les autres métaux de base s'oxydent et passent dans les scories, où sont absorbés par la base poreuse, la coupelle. D'où le nom du procédé. À la sortie, ce qu'on appelle l'argent brut, d'une pureté de 98% et plus. Cela ressemble déjà à de l'argent, mais ce n'est pas encore ce dont l'industrie a besoin. Ensuite, le raffinage électrolytique. Et c'est là que l'usine se transforme en quelque chose qui ressemble à un laboratoire de chimie géant. Le long de l'atelier s'alignent des rangées de cuves d'électrolyte, une solution de nitrate d'argent. Dans chaque bain sont immergés des anodes en argent brut et des cathodes en métal pur ou en titane. Un courant continu traverse le bain. L'argent de l'anode se dissout dans l'électrolyte et se dépose sur la cathode sous forme de cristaux, purs, chimiquement quasi stériles. Les impuretés se comportent différemment. Certaines restent dans l'électrolyte, d'autres se déposent au fond du bain sous forme de boue. Et cette boue n'est pas un déchet. Elle concentre l'or, le platine, le palladium. On la collecte soigneusement pour la traiter à part. Autrement dit, la raffinerie ne rejette rien. Chaque parcelle impure est valorisée. Le procédé Möbius, c'est ainsi que se nomme cette technologie électrolytique, donne de l'argent à 99,9% de pureté. C'est déjà la norme, good delivery. Des lingots d'une telle pureté sont acceptés sur le marché londonien des métaux précieux et constituent l'étalon international de qualité. Mais pour l'industrie électronique, cela ne suffit pas toujours. Les fabricants de circuits intégrés exigent parfois 4 ou 5 9 après la virgule. L'argent subit alors une purification supplémentaire, fusion de zones ou précipitation chimique. C'est un travail déjà plus délicat, presque joaillier, où chaque nouveau neuf après la virgule s'obtient de plus en plus difficilement. Les cristaux d'argent déposés sur les cathodes sont retirés manuellement ou mécaniquement, selon la conception du bain. Leur aspect est stupéfiant, de délicates structures arborescentes, blanc argenté, semblables aux givres hivernales sur une vitre. C'est là de l'argent presque pur, sous sa forme cristalline originelle, avant qu'on ne le refonde, pour le couler en lingots ou le transformer en poudre, fil ou pâte selon les applications visées. Pour l'électronique, l'argent s'utilise le plus souvent sous forme de pâte conductrice. C'est un mélange de poudre d'argent fine et de liant, qu'on applique sur des substrats par sérigraphie, presque comme l'impression sur t-shirt, mais avec du métal et sous microscope. D'ailleurs, si les détails du processus d'impression sur t-shirt vous intéressent, faites-le savoir en commentaire. Après application, la pâte est cuite au four. Les liants se consument et il ne reste que la piste conductrice en argent. C'est exactement ainsi que l'on fabrique les contacts dans les panneaux solaires, les condensateurs céramiques et une multitude d'autres composants. En moyenne, un panneau solaire contient environ 20 grammes d'argent, multiplié par des milliards de panneaux à travers le monde. Et l'on comprend pourquoi la demande industrielle d'argent augmente chaque année. Il faut évoquer à part les propriétés antibactériennes. L'argent tue les bactéries, on le savait déjà dans l'Antiquité,
quand on conservait l'eau dans des récipients d'argent. Aujourd'hui, les ions d'argent sont ajoutés aux revêtements médicaux, aux textiles, aux filtres à eau et même à certains smartphones, pour que la surface retienne moins de microbes. Nous ne sommes plus dans l'électronique, mais dans un tout autre domaine d'application de ce même métal. Les panneaux solaires ont absorbé 197 millions d'onces d'argent en 24, près d'un cinquième de la demande mondiale totale. Une seule voiture électrique contient jusqu'à 50 grammes d'argent, 2 fois plus qu'une automobile classique à moteur thermique. Et il y a un hic, la pénurie d'argent. Le marché de l'argent consomme déjà plus qu'il n'en produit depuis 4 années consécutives. La demande du secteur solaire et des véhicules électriques croît plus vite que l'extraction ne parvient à suivre. Or, l'argent, contrairement à l'or, se consume pour l'essentiel de manière irréversible. Il se disperse dans les circuits, les panneaux et les contacts en quantité si infime que son recyclage n'est pas rentable. L'or des vieux téléphones se récupère et se refond, tandis que l'argent se perd tout simplement. La pénurie est donc bien réelle, et les analystes prévoient que la situation ne fera qu'empirer dans les années à venir, surtout si l'énergie solaire continue de progresser à ce rythme. J'observais les cristaux croître lentement sur les cathodes. Ce n'est pas un processus rapide, plusieurs jours par cycle. Mais le résultat, c'est un métal dont les impuretés représentent moins d'1 centième de % et qui partira demain vers une usine en Corée ou à Taïwan, où il deviendra un composant qui finira dans votre prochain téléphone ou ordinateur portable. L'argent aura parcouru tout un chemin, d'un lingot brut de doré jusqu'au cristal sur la cathode, puis vers une pâte, puis vers une puce électronique. Et personne, en chemin, ne l'aura même remarqué. Voilà un métal discret, sans lequel l'électronique moderne ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Abonnez-vous à la chaîne, la prochaine fois, ce sera encore un matériau que vous ne vous attendiez pas à trouver dans les objets du quotidien. Vous savez combien j'adore fourrer mon nez là où le commun des mortels n'a pas accès, même en y mettant le prix. Aujourd'hui, je me retrouve dans un endroit où l'air est si saturé de vapeur et d'une odeur si particulière de métal incandescent qu'on pourrait presque le couper au couteau. Nous voilà dans l'une des plus grandes usines au monde de fabrication de disques de frein. Ce site s'étend sur une superficie équivalent à environ 500 terrains de football. Impossible de s'y balader pour le plaisir. Alors, nous nous déplaçons d'atelier en atelier, à bord de petites voiturettes électriques, histoire de gagner du temps et d'économiser nos semelles avant même que le tournage ne commence. Tout commence par ce que la plupart qualifieraient simplement de tas de ferraille. C'est assez ironique. Ce qui arrêtera plus tard votre voiture à 120 km/h ressemble pour l'instant à un énorme amas de débris rouillés. De vieux radiateurs en fonte, des fragments de carrosserie, des poutrelles tordues et autres rebuts métalliques. Mais pour cette usine, c'est un véritable trésor. Un électroaimant géant suspendu à une grue saisit d'un coup plusieurs tonnes de ce fer et le projette dans la gueule d'un immense four à induction dans un fracas assourdissant. Le spectacle devient franchement inquiétant si l'on se tient trop près. Le four émet un grondement si grave que ce son ne se perçoit pas tant par les oreilles que quelque part au fond de la poitrine, comme si votre cœur tentait de s'accorder à ce lourd rythme industriel. La température à l'intérieur du four s'élève jusqu'à 1500 degrés Celsius. À une telle chaleur infernale, même l'acier le plus résistant se transforme en substance liquide, qui ressemble davantage à une soupe brûlante et dangereuse qu'à quelque chose de solide et de fiable. Lorsque le four s'incline pour déverser ce métal en fusion, tout autour s'illumine d'une lumière orange vif qui donne envie de fermer les yeux.
Ici, nulle beauté artificielle, seulement une physique implacable et une quantité incroyable de chaleur. Chaque lot de métal fait l'objet d'une analyse instantanée. Des laborantins en tenue spéciale prélèvent un petit échantillon, le refroidissent et déterminent en quelques secondes sa composition chimique. Si la teneur en carbone ou en silicium s'écarte de la norme, ne serait-ce que d'1%, l'ensemble de ce lot colossal repart sans pitié à la refonte. Ici, on ne pardonne aucune erreur, car le prix d'un tel écart pourrait s'avérer bien trop élevé pour le consommateur final. Ensuite, ce métal en fusion est coulé dans des moules. On utilise ici une technologie fascinante de moulage au sable. On pourrait croire que le sable est un matériau peu fiable, mais ici, il est mélangé à des résines de spéciales et, sous une pression considérable, devient dur comme du béton. Le métal vient remplir les cavités à l'intérieur de ce moule de sable, et c'est à cet instant précis que naît l'ébauche brute du futur disque. Elle ne ressemble pas encore du tout à cette pièce rutilante que nous avons l'habitude de voir dans les magasins de pièces automobiles. C'est plutôt un grand biscuit noir, lourd et très sale. Après la coulée, les disques doivent refroidir naturellement. Ce processus prend du temps, parfois plusieurs heures. C'est absolument crucial. Si l'on tentait de les refroidir plus rapidement, par exemple en les aspergeant d'eau, le métal deviendrait trop fragile. Un tel disque pourrait tout simplement voler en éclats au premier coup de frein un peu appuyé, quelque part sur la route, sous la pluie. Lorsque les ébauches deviennent simplement tièdes et non plus chauffées au rouge, elles sont envoyées à l'atelier d'usinage. C'est là que commence le territoire des robots. Ils travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans pause déjeuner, ni plainte sur leur sort difficile. Chaque disque tombe entre les griffes d'un manipulateur, qui l'installe dans une machine à commande numérique. Des outils de coupe spéciaux enlèvent la couche de métal superflue aussi facilement que s'il ne s'agissait pas de fonte dure, mais d'un morceau de beurre froid. À ce stade, règne une précision fanatique. Un écart de 0,8 mm est considéré comme un défaut irrémédiable. Un tel disque n'arrivera jamais à l'entrepôt, car il provoquerait des vibrations qui, en quelques mois, détruiraient tout simplement la suspension du véhicule et obligeraient le conducteur à dépenser une fortune en réparation. C'est absolument fascinant de voir comment, à partir d'une forme brute et informe, émerge progressivement une surface parfaitement lisse, presque miroitante. Ensuite, on perce dans les disques des orifices de ventilation et des canaux internes. Ce n'est pas pour le style visuel, comme le pensent certains adolescents. C'est un système de refroidissement absolument vital. Lors d'un freinage intensif, le disque peut atteindre 700 degrés Celsius. Si cette chaleur n'est pas évacuée à temps, le métal commence à perdre ses propriétés de friction et les freins vous lâchent au pire moment possible. Ces petits trous et ces canaux sont donc le fruit de longs calculs d'ingénieurs et non une simple décision esthétique. Une fois tous les copeaux superflus retirés, chaque disque est soumis à un équilibrage dynamique. Le principe ressemble à ce que l'on fait pour vos roues chez le garagiste, mais la précision est ici des dizaines de fois supérieure. Un dispositif spécial lance le disque à très haute vitesse et détecte le moindre déséquilibre de masse. Si un côté s'avère plus lourd, ne serait-ce que de 3 ou 4 grammes, la machine perce automatiquement un minuscule trou, presque invisible, à l'endroit voulu sur la tranche, afin d'égaliser le poids. Le disque est désormais parfaitement équilibré et prêt à tourner à n'importe quel régime, sans le moindre bruit parasite ni vibration.
J'ai voulu demander au directeur technique combien de disques de ce type il fabriquait en une journée de travail complète. Il s'est contenté de sourire avec lassitude, en me disant qu'ils avaient cessé depuis longtemps de les compter à l'unité. Désormais, la comptabilité se fait en milliers de tonnes de produits finis par mois. Pensez-y un instant. Cette entreprise fournit des pièces à près de la moitié de l'ensemble du marché automobile européen. Cela signifie qu'une voiture sur 2 que vous croisez dans les rues de votre ville freine très probablement grâce à ces disques métalliques fabriqués ici même, dans cet atelier bruyant et brûlant. Avant l'emballage, les disques subissent une procédure d'application de revêtement protecteur. Ils sont soit peints avec une peinture spéciale résistante à la chaleur, soit recouverts d'une fine couche anti-corrosion à base de zinc. Cette opération permet d'éviter qu'ils ne se transforment en blocs de métal rouillé durant le long stockage en entrepôt ou le transport dans un conteneur maritime à travers l'océan. Bien sûr, après les premiers kilomètres de conduite, cette peinture disparaît complètement de la surface de freinage, sous l'effet du frottement colossal des plaquettes. Mais les bords et les parties intérieures restent protégés du sel et des saletés présentes sur les routes. La dernière étape, et sans doute la plus importante, c'est le contrôle qualité finale. Il ne s'agit pas simplement d'une inspection visuelle menée par un ouvrier fatigué en fin de poste. On utilise ici des scanners à ultrasons et des installations radiographiques modernes. Ils recherchent les défauts internes, comme les bulles d'air ou les micro-fissures, impossibles à voir même à la loupe. Même si le disque semble parfait en apparence, mais que la radiographie révèle une cavité de 2 mm quelque part dans la profondeur du métal, il est immédiatement envoyé au broyeur. Ici, personne ne lésine sur la sécurité, car tout le monde comprend parfaitement que de cette pièce dépend directement la vie du conducteur et des passagers. Abonnez-vous, et bientôt nous repartirons ensemble pour un nouveau voyage passionnant. Ce char a traversé 3 guerres. Dans 4 heures, il sera réduit en ferraille. Autrefois, il avançait à travers la poussière et le feu, encaissait les coups et sauvait son équipage sous les tirs nourris. Son blindage porte les traces d'obus. Son moteur garde en mémoire des milliers de kilomètres de route du front. Désormais, tout se jouera au chalumeau et aux cisailles hydrauliques. L'acier sera découpé, la coque compressée, la tourelle s'effondrera sur le béton. En quelques heures, cette machine chargée d'histoire deviendra matière première pour de nouveaux rails et poutrelles. La première étape consiste en un démontage complet de l'armement et de tous les équipements sophistiqués du véhicule. Je me tiens près du char, qui n'a plus le statut d'unité de combat, mais conserve techniquement tous ses systèmes. L'équipe commence par travailler sur la tourelle. À l'aide de grues et de vérins hydrauliques, on retire le canon avec son berceau et une partie des mécanismes de recul. Chaque boulon et fixation est dévissé sous contrôle, car les ensembles sont massifs et soumis à de fortes tensions. Ensuite, on démonte les modules de mitrailleuse, les stabilisateurs et les mécanismes de pointage. Tout cela est emballé séparément, étiqueté et transféré vers des zones spécialisées. Après l'armement, on passe à l'électronique. On ouvre les panneaux intérieurs, on retire les blocs de communication, les systèmes de conduite de tir, les modules de calcul, les appareils optiques. Les faisceaux de câbles sont découpés soigneusement par section, pour ne pas endommager les connecteurs, ni provoquer de court-circuit. Des éléments chargés peuvent subsister à l'intérieur. C'est pourquoi tout est vérifié avec des appareils de mesure avant le retrait. À ce stade, le char perd littéralement son système nerveux et se transforme en simple coque métallique. L'étape suivante consiste à vidanger le carburant et tous les fluides techniques. Un seul char peut contenir jusqu'à 1000 litres de gazole, qu'il faut entièrement évacuer avant de commencer le découpage du métal. La machine est installée sur une plateforme spéciale équipée de bacs de récupération.
Des tuyaux étanches sont raccordés aux orifices de vidange d'origine ou aux trappes de service. Puis le carburant est transféré dans des réservoirs fermés. Les pompes fonctionnent lentement pour éviter toute surpression et ne pas soulever les dépôts accumulés au fond des cuves. Après le carburant, on passe au lubrifiant. On vidange l'huile moteur, le liquide de la boîte de vitesse, les fluides hydrauliques des mécanismes de tourelle et les liquides de frein. Chaque type est collecté séparément, car ils sont soumis à des procédés différents d'élimination ou de régénération. Une attention particulière est portée aux joints et raccords, pour qu'aucune goutte ne tombe sur le sol de l'atelier. Ce n'est que lorsque le système est entièrement vidé et vérifié que la carcasse est jugée sûre pour la découpe mécanique ultérieure. Commence alors l'étape la plus spectaculaire, la découpe du blindage au chalumeau et au plasma. Face à moi, une coque de plusieurs dizaines de millimètres d'acier, conçue pour résister aux impacts directs. Impossible d'y arriver avec une simple scie. Les ouvriers tracent d'abord les lignes de coupe pour diviser l'engin en sections transportables et faciles à fondre par la suite. Puis viennent les chalumeaux oxyacétyléniques ou oxypropaniques. La flamme porte le métal à plus de 1000 degrés. Ensuite, le jet d'oxygène dévore littéralement l'acier le long du tracé. Pour les sections plus épaisses ou en alliage, on utilise la découpe au plasma. Ici, un arc électrique crée un jet de gaz ionisé, atteignant plusieurs milliers de degrés. Le plasma traverse le blindage plus rapidement et avec plus de précision, laissant une découpe étroite. Les étincelles jaillissent sur plusieurs mètres. C'est pourquoi des écrans de protection sont installés tout autour. Peu à peu, le char perd son intégrité. La tourelle se détache, les flancs se divisent en segments. Et la machine de guerre se transforme en morceaux de métal distincts, prêts pour l'étape suivante du recyclage. Après la découpe, les fragments de la carcasse passent sous une presse gigantesque. Je me tiens près de cette machine, qui pèse des dizaines de tonnes, et développe une force de compression de plusieurs milliers de tonnes. Les sections de blindage, qui faisaient encore récemment partie d'un char intact, sont introduites l'une après l'autre dans la chambre. Les vérins hydrauliques se referment lentement, et les épaisses plaques d'acier commencent à se déformer, à craquer aux jointures et à se replier sur elles-mêmes. La pression s'élève progressivement pour éviter que le métal ne se fragmente et ne crée des éclats dangereux. Le blindage, conçu pour résister aux impacts, se révèle impuissant face à cette compression uniforme. En quelques minutes, la structure volumineuse se transforme en un bloc compact aux formes régulières. Ce cube métallique facilite le transport, le stockage et l'acheminement ultérieur vers l'aciérie. Lorsque la presse se dessert, un bloc dense est éjecté de la chambre. Impossible d'y reconnaître les contours d'un véhicule. Il ne reste qu'une masse concentrée d'acier. C'est sous cette forme que le char réformé achève son existence comme engin militaire et devient une simple matière première destinée à la refonte. Ce cube métallique dense prend ensuite la route de l'aciérie. J'y arrive et découvre une toute autre échelle. Les briquettes de blindage sont pesées, analysées pour déterminer leur teneur en éléments d'alliage, puis acheminées vers les fours. Dans le four à arc électrique, le métal fond à une température dépassant 1500 degrés. L'ancienne armure, qui résistait aux impacts et aux charges, passe à l'état liquide et se mêle aux autres ferrailles. Les chimistes ajustent la composition en ajoutant la quantité nécessaire de carbone ou d'autres éléments pour obtenir un acier aux caractéristiques souhaitées. Après épuration des scories, le métal en fusion est acheminé vers la machine de coulée continue. Là, on en façonne des ébauches, de longues brames rectangulaires ou des blooms carrés. Elles refroidissent lentement, passent entre des rouleaux et sont découpées en tronçons de la longueur voulue.
Ces ébauches gagnent ensuite le laminoir. Sous la pression des cylindres, le métal s'étire et adopte une nouvelle forme. S'il s'agit d'un profilé ferroviaire, l'ébauche traverse des calibres spéciaux qui façonnent le profil caractéristique avec son champignon, son âme et son patin. L'acier incandescent s'étire sur des dizaines de mètres, et en quelques minutes à peine, voici devant moi le futur rail de chemin de fer. Lorsqu'il s'agit de poutrelles de construction, les laminoirs confèrent au métal une section en H ou en double T. Ces éléments supportent des charges considérables et deviennent l'ossature de ponts, d'entrepôts et d'immeubles de grande hauteur. Ce contraste me frappe profondément. Une machine conçue pour la guerre traverse un cycle complet de métamorphose pour devenir partie intégrante de l'infrastructure. Le blindage qui protégeait autrefois l'équipage se transforme désormais en rails, sur lesquels rouleront des trains de voyageurs, ou en poutrelles qui soutiendront les toits de quartiers résidentiels. Le métal n'a pas de mémoire, seul compte la nouvelle forme et la nouvelle fonction. Et c'est là, sans doute, tout le sens du recyclage. Même les engins les plus lourds peuvent connaître une seconde vie au service de la construction civile. Et pour que ma chaîne poursuive sa propre vie, n'hésitez pas à vous abonner.